www.maurice-info.mu. Zéro. Bruno Dubarry, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de l'Écho du mercredi. Vous êtes le député CEO de l'Association of Motion Manufacturers, donc l'AMM. Comment va l'AMM? L'AMM est en transformation. Elle passe d'une association de représentation, qu'elle a été pendant 20 ans pour le secteur industriel, à une association qui veut accompagner l'industrie mauricienne dans une transformation nécessaire, qui passe par plusieurs champs, on pourra peut-être détailler après, mais en gros, une compétitivité qu'il faut accroître, de nouveaux marchés qu'il faut gagner, une compétition assez rude de l'importation, donc un besoin de pouvoir se démarquer toujours, d'où l'initiative Made in Maurice, mais il y a d'autres champs maintenant pour pouvoir le faire. Et donc dans ce rôle, elle doit pouvoir accompagner ces industriels avec des projets, avec la mutualisation de moyens, avec des compétences extérieures ajoutées. Donc on est dans une phase de transition, on pourrait dire, en 2017. Oui. C'est une autre AMM que je pourrais voir 2018, 2020, 2000... On le souhaite, on y travaille. C'est déjà un peu le cas, dans le sens où les projets qu'elle initie, la communication qu'elle veut véhiculer, les projets qu'elle veut accompagner aussi, parce qu'elle n'est pas uniquement à l'initiative, mais elle veut aussi accompagner des initiatives intéressantes extérieures, sont tous tournés vers apporter une plus-value aux industriels mauriciens. Comment on arrive à augmenter la plus-value des produits, comment on innove dans les produits, comment on innove dans la relation avec la clientèle, comment on maîtrise mieux sa consommation d'énergie, comment on se prépare pour aller à l'export. Autant d'enjeux qui nécessitent d'être traités d'un point de vue collectif, parce qu'on a vu le résultat positif avec le Made in Maurice, qui était déjà sur comment on se démarque sur son propre marché mauricien des produits importés. Et à partir de là, ça, on peut dire que le travail d'identification a été fait pour le Made in Maurice. Mais maintenant qu'on est passé de 11 entreprises à 60 entreprises et plus de 200 marques dans le Made in Maurice, que ça continue à croître, qu'il y a d'autres secteurs aussi qui sont concernés par ce label, comment est-ce qu'on accompagne cette communauté de chefs d'entreprise vers de l'amélioration continue, vers de la montée en compétences pour le dirigeant, vers des meilleures pratiques dans son entreprise, vers un rôle aussi plus poussé, sociétal, avec la population mauricienne, qui chaque fois pourra apporter une plus-value par rapport à des produits concurrents qui viennent de l'extérieur. Comment on crée ce supplément? Donc c'est l'influx de la deuxième génération, troisième génération d'entrepreneurs, de manufacturiers, quand on regarde un peu, oui. Motion Manufacturers, oui. Ce sont les petits-fils qui prennent la barre maintenant, ce qu'on peut dire, parce que... C'est vrai que l'AMM a essentiellement, c'est pas que ça, mais en grande partie des entreprises, on va dire, de taille familiale. Ça reste donc des PME. Effectivement, quand on regarde les chiffres d'affaires et qu'on regarde la grille que Maurice utilise pour déterminer SMEs ou grandes entreprises, on les classe dans grandes entreprises, ces adhérents de l'AMM. Mais quand on regarde la structure, le fonctionnement, les enjeux, c'est les mêmes enjeux que pour une PME. Et en plus, quand on regarde ces entreprises dans une perspective africaine, régionale, c'est encore plus des PME. Non seulement au niveau du chiffre d'affaires, au niveau des enjeux pour se préparer à aller à l'export, compétences, moyens, logistique, tout ça fait que effectivement aujourd'hui des générations se sont succédées. Effectivement, il y a des entreprises où on retrouve même plusieurs générations ensemble qui copilotent, on va dire, les entreprises. Mais quand vous posiez la question, est-ce que effectivement AMM de demain c'est la génération d'après, c'est pas que ça, c'est aussi ceux qui démarrent tout simplement sans intériorité d'entrepreneuriat dans la famille, mais avec des nouveaux modèles qui seront certainement pas ceux des entreprises historiques qui ont 50-60 ans, mais qui continueront à produire ou qui voudront pouvoir produire à Maurice. Donc on a quand même
des publics variés, mais avec des enjeux communs qui sont comment on continue à pouvoir être compétitif chez soi, à pouvoir produire d'abord pour les Mauriciens et puis regarder vers l'export. Donc on peut dire que les enjeux sont restés les mêmes malgré les générations qui se sont succédées. Je vous écoute, Bruno Dubarry, j'entends le mot export, compétition, donc c'est les maîtres mots de la MMM, là. C'est ça le message que vous avez actuellement, parce que je vous vois en campagne, moi, je vois, vous êtes dans la presse, vous êtes sur les radios, vous êtes dans cette transition-là passe par la diffusion d'informations. Oui, forcément. Historiquement, on va dire qu'il y a toujours eu la communication au mois de mars avec l'indépendance pour le Made in Maurice. Les synergies entre Made in Maurice et AMM demeurent, elles s'intensifient même, non seulement auprès des entreprises, mais des partenariats qu'on développe avec d'autres acteurs. Et ça passe effectivement par une recherche d'influence, pas uniquement au niveau de la négociation d'avantages pour les entreprises, mais comment est-ce qu'on sensibilise, mobilise une population sur des enjeux qui ne sont pas uniquement des enjeux d'industrie, mais des enjeux d'emploi, des enjeux de compétences à Maurice, des enjeux de capacité à pouvoir entreprendre dans la production, pas uniquement dans le trading et dans d'autres secteurs nouveaux, mais dans des secteurs historiques comme la production. Il y a des questionnements à avoir, il y a des évolutions à entamer. Et c'est important de pouvoir avoir ce dialogue avec les autres acteurs, universitaires, associations de consommateurs, grande distribution, secteur public, parce que l'AMM, en tout cas les industriels, savent qu'ils ne sont pas en vase clos, ils sont interconnectés, même avec une myriade de SMEs, ils sont connectés. Donc c'est pour ça qu'on communique sur des enjeux qui dépassent le simple cadre de l'industriel, parce qu'il est dans une société et que s'il veut se maintenir, il faut non seulement qu'il continue à pouvoir répondre aux besoins de cette société, mais qu'il y ait un dialogue permanent avec elle pour savoir ce qu'il en est de sa production. Quant à la première partie, donc compétitivité, exploitation, c'est un peu le credo pour l'AMM là, ou bien consolider le marché mauricien, parce que quand je vois, on est dans votre bureau ici à Moka, je vois avec les produits Made in Maurice, célébrons le 12 mars toute l'année. On vient de célébrer le 12 mars, oui. Donc il y a un enjeu, mais quand je vous écoute, je ne vois pas ce message-là venir là. Est-ce que vous êtes plus sur un marché d'exploitation, vous êtes en train de dire, bon, le Mauricien, ça y est, on est satisfait, maintenant c'est le Réunionnais, le Mahorais, le Seychellois ou l'Africain du Sud? Les deux sont liés. Les deux sont liés. D'ailleurs, et plus on va se rapprocher du moment où le budget va être discuté au niveau de l'État, plus on va pouvoir intensifier sur quelles sont les mesures qui, sur le marché domestique, permettent aux entreprises de production de rester compétitives ou de gagner en compétitivité par rapport à la concurrence extérieure. Simplement, l'AMM et le Made in Maurice ont à la fois ce rôle de défendre ce qui existe et de l'améliorer, mais aussi de donner des perspectives d'évolution. Donc on considère que, étant donné que nous, on est essentiellement une association qui réunit des entreprises domestiques, des DOE, qui sont sur un marché mauricien, on est dans le devoir aussi de pouvoir les accompagner pour celles qui veulent sur une réflexion, un projet pilote vers un marché extérieur, hors Maurice. Mais c'est toujours pareil, si on veut aller à l'export, il faut quand même une solidité sur son marché premier, en l'occurrence pour elle c'est Maurice, qui imaginerait partir à l'étranger avec des bases pas solides à l'arrière. Certains ont essayé, s'y sont cassés les dents, d'autres se disent bon, j'ai eu quelques réussites, mais je vois que c'est quand même limité parce que partir à l'export, ça demande beaucoup de préparation, des coûts qu'on n'a pas prévus, des compétences qu'on n'a peut-être pas en interne. Donc voilà, ça demande un projet collectif. Et c'est la démarche du Made in Maurice aussi, d'accompagner ce qu'elle a fait au niveau d'une marque collective vers d'autres sujets, et l'export peut en faire partie. Mais est-ce que le consommateur mauricien
conscients de cela. Les industriels, j'ai l'impression, avec votre réponse, sont très conscients qu'il faut améliorer les produits parce que chaque jour qui vient, il y a un nouveau produit qui sort d'ailleurs, de l'extérieur, qui vient bouffer un peu le marché de ceux qui existent. Mais est-ce que le consommateur mauricien, lui, il est conscient de tous ces enjeux que vous me dites là, ou bien, bon, une marque, c'est une marque, ça dépend des sous qu'il a en poche? Quand on voit ce qui a été fait avec le Made in Maurice, c'est-à-dire donner l'occasion, la possibilité aux consommateurs mauriciens d'identifier ce qui est fabriqué ici de ce qui est importé, on est arrivé à un moment où il y avait un besoin de ça, une attente et un enthousiasme qui s'est développé autour de ça. Donc, est-ce que le Mauricien est conscient des enjeux peut-être de qualité des produits, de mode de consommation, d'emploi, de compétences, d'avenir économique? Oui, jusqu'à quel niveau, ça reste à déterminer. Mais en tout cas, le rôle de l'AMM et du Made in Maurice, c'est de dire nous qui produisons avec et pour les Mauriciens, nous sommes conscients d'un certain nombre d'évolutions qui ont lieu non seulement à Maurice, mais qui nous impactent de l'étranger. Nous avons le souci de rester proche de notre marché et de toujours continuer à capitaliser sur ce qui fait notre particularité, nos marqueurs identitaires dans les produits, les saveurs, l'aspect, la communication, les modes de consommation de ces produits. Et donc, comme toute société, les Mauriciens évoluent dans le temps, les aspirations, les envies, parfois ça passe par des retours aux origines, aux saveurs qu'on aimait. Donc il faut que l'entreprise soit en capacité de rester proche de ces tendances majeures comme mineures, parce qu'il y a peut-être des marchés de niche derrière, parce qu'il y a peut-être possibilité d'innover dans le produit le plus répandu qu'ils peuvent avoir dans leur gamme, toujours dans cette optique de se différencier par rapport aux produits étrangers, pas uniquement sur des questions de prix ou de quantité ou de packaging, mais le produit lui-même. Donc du coup, nous, effectivement, on a une communication comme ça qui se veut tout de suite ouverte sur la société parce que on a besoin d'avoir ce retour et de savoir si on va dans la bonne direction ou pas, en tout cas pour les industriels. De se dire est-ce que je réponds toujours à un besoin ou est-ce que le besoin est en train d'évoluer. Donc là-dessus, on sait aussi, parce qu'on commence à faire quelques petites études à notre niveau, que les aspirations des consommateurs mauriciens suivent les aspirations qu'il y a aussi dans d'autres pays, à savoir l'impact sur l'environnement, à savoir qu'est-ce qui est mis dans les produits qu'on consomme, quid des ressources qui sont mobilisées pour produire, enfin tous ces enjeux qui touchent à l'impact environnemental, santé des produits. Donc c'est toute une réflexion, mais ça passe, en tout cas au niveau de l'AMM et du Made in Maurice, par des petites actions ciblées, mutualisées, de formation sur des enjeux poussés, sur des méthodes nouvelles à intégrer dans l'entreprise, sur une proximité à accroître avec son marché, avec des manières toujours innovantes de communiquer ou de tester ses produits. Donc voilà, on essaie de toujours servir de plateforme à nos membres pour intensifier cette relation avec le client. Vous avez associé souvent dans n'importe quelle fois je vois, vous mettez AMM, je mettais Made in Maurice, c'est sûrement un plan de communication. Est-ce que les choses ont changé depuis que le Made in Maurice est sur le marché? Je vais dans le supermarché, il y a le petit coin Made in Maurice qui est dans un certain coin, il n'est pas vraiment dans, je ne vais pas dire dans tous les supermarchés, mais est-ce que vous voyez ça normal que le Made in Maurice est au fond des rangées, ou ce qui soit, vous aimeriez être plus devant, si vous parlez avec les responsables, quand vous les rencontrez, ou bien que
les manufacturiers, bon, mais mettez un petit peu devant aussi, parce que vous êtes toujours, votre logo, on le voit, non, vous pouvez dire qu'on le voit, mais on le voit bien au loin. On reconnaît le logo, mais il est toujours au loin. Ouais. Est-ce que vous parlez avec les supermarchés, les supérettes, pour dire de mettre en valeur les produits mauriciens? En fait, la particularité de la grande distribution à Maurice, qui n'est pas propre à Maurice, mais en tout cas qui peut la distinguer de la Réunion, c'est que les propriétaires et les gérants de supermarchés sont autonomes. Donc, par moment, ça crée une absence de cohésion dans la manière dont le Made in Maurice va être promu, à quel moment, de quelle manière, avec quelle intensité, quel soutien. Donc, c'est beaucoup de négociations, au cas par cas. On peut dire quand même que sur le mois de mars, en 3 ans, 4 ans d'activité du Made in Maurice, il y a eu une prise de conscience de la part de la grande distribution qui vient elle-même avec des propositions en partie sur les prospectus, sur la communication qu'elle fait, sur la mise en avant des produits. Nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir avoir cette visibilité sur l'ensemble de l'année, en dehors du temps de l'indépendance, parce que consommer, c'est toute l'année, et les entreprises, elles marchent toute l'année, c'est pas juste sur le mois de mars. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait là-dessus, pas uniquement sur comment on est présent partout, de manière massive, mais comment on se démarque. Et là, ça passe par des concepts nouveaux à mettre en place, qui regroupent l'ensemble de nos marques, qui innovent dans la manière de présenter les produits, les dégustations en elles-mêmes, sur quoi elles se basent. Est-ce qu'on n'est pas à la recherche d'une plus-value, au-delà de ce qui existe aujourd'hui sur les tests, dégustation en kiosque? Qu'est-ce que le Made in Maurice peut créer de nouveau là-dessus? Et qu'est-ce que vous allez créer bientôt? On va pouvoir communiquer là-dessus bientôt, parce qu'il y a eu un travail de réflexion avec des... Mais est-ce que dans votre réflexion, je comprends que vous ne voulez pas délivrer quelques secrets? Est-ce que le consommateur mauricien a changé depuis l'arrivée de Made in Maurice? En tout cas... Il consomme plus mauricien, ou il est toujours en position de stand-by, il attend, il regarde? On est conscient qu'il est dans cette position, mais les 3 années, on aurait pu imaginer que ça prendrait plus de temps, étaient nécessaires à faire connaître la marque. Quelle est cette marque? Qu'est-ce qu'elle regroupe comme autre marque? Donc ça a été quand même un travail de quelques années, mais qui porte ses fruits. Qui porte ses fruits parce qu'en termes de visibilité, de reconnaissance, de compréhension des enjeux qu'il y a dans le Made in Maurice, on se rend compte que les Mauriciens sont attentifs, en attente de choses nouvelles, et on l'a vu avec des actions comme le grand jeu TV Made in Maurice ou autres, qu'ils avaient cette fierté de pouvoir se dire oui, tout ça, ça sert à nos emplois, ça sert à notre production locale, à nos produits. Donc maintenant, on entre dans une phase où toutes nos actions Made in Maurice seront tournées vers accroître l'achat. L'acte d'achat, vraiment. Parce que la reconnaissance... Vous avez quand même dit que les Mauriciens n'achètent pas. On n'est pas en période de crise quand on regarde les parkings des supermarchés. Oui. Non, on ne peut pas dire qu'il y a la crise de la consommation. Mais, donc, vous me dites que la consommation, c'est des produits non made in Maurice, non catalogués avec vous, ou bien ce sont des produits un peu variés? Est-ce que vous avez regardé le panier de la ménagère pour savoir, bon, il y a certains produits qui vont être là, qui sont made in Mauritius, made in Maurice, pardon, mais... Il y a des choses à dire aussi, vous ne vous posez pas la question, mais pourquoi elle ne prend pas ça quand il y a ça ici, on le fait, c'est sur la marque, c'est dans le pipeline? Toujours, en tout cas ça reste dans nos questionnements, et ça dirige toutes nos actions, c'est-à-dire toutes nos actions doivent non pas faire en sorte que les gens ne consomment que du Made in Maurice, parce que ce n'est pas tellement un objectif en soi. L'objectif, c'est que nos produits soient au même niveau que les produits étrangers dans la consommation. Déjà, si déjà on arrive à ce niveau d'équilibre, pas forcément dans la consommation des Mauriciens, mais dans l'importance qu'on accorde aux produits, quand on fait ses courses, le réflexe de se questionner sur est-ce que c'est fait ici ou est-ce que ça vient de l'étranger, la plus-value qu'on peut rajouter sur qu'est-ce que ça produit comme résultat, le fait de consommer ici localement et consommer un produit étranger, c'est tout un accompagnement sur des habitudes d'achat. On peut dire que pendant des décennies, il n'y a pas eu cet accompagnement.
c'est normal qu'il y ait un temps d'inertie pour changer le regard, pour apporter le consommateur à se questionner sur ses habitudes. Mais on ne peut pas se concentrer uniquement sur un enjeu comme ça de société. Il faut qu'on ait aussi des actions qui promeuvent nos marques, qui accompagnent nos marques dans leur innovation. Donc on répartit l'effort à la fois sur la production, sur la promotion de ces produits, sur la sensibilisation et des jeunes. Depuis cette année, on commence à avoir des actions avec les écoles publiques et privées qui visent justement à faire travailler les étudiants sur les enjeux de production et de consommation locale. Donc on a un activisme quand même qui est très poussé, c'est une cause. C'est ce qui motive vraiment l'engagement de l'équipe et des marques qui rentrent dans le Made in Maurice, c'est une cause. Donc une cause est jamais finie et elle passe pas que par des actes de défense mais par de la proactivité. Selon vous, Bruno Dubarry, quel genre de client qui est plus intéressé par le Made in Maurice? La ménagère de 50 ans, les moins de 40 ans, les jeunes universitaires, où se situe la meilleure pénétration de Made in Maurice? On n'a pas adopté une démarche d'étude des consommateurs. Pour la simple raison, enfin il y a des obstacles techniques, on va dire. Le partage de l'information, on le critique souvent à Maurice, au niveau des entreprises ou au niveau de la grande distribution. L'information est difficile à obtenir et donc à compiler et donc à avoir un regard à l'échelle d'un pays. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution qui nous permette d'avoir un. Est-ce que la solution informatique, justement, vous invitez, les outils sont là, vous pouvez demander à n'importe qui sur une page Facebook qui pourrait vous créer une page, oui, poser des questions basiques, quelle est votre boisson préférée, vous mettez 4, vous mettez 3 Mauriciens avec un étranger, vous pouvez savoir ce que la consommation est à Maurice. Les outils existent, mais c'est une question de pratique. C'est une question de pratique. Nous, enfin, quand vous posiez la question de quelle est la frange de population qui consomme le plus du Made in Maurice ou qui serait amenée à consommer plus de Made in Maurice, moi, par réflexe, je me suis dit, regardons ce que les gens achètent dans la grande distribution au niveau des caisses. Et c'est là où je disais qu'il y avait un enjeu technique et de partage de données qui n'était pas encore mûr pour ça. Mais si vous voulez, il n'y a pas de doute sur l'affection et l'attachement des Mauriciens pour les marques mauriciennes. Toutes nos actions nous montrent cet attachement, au-delà des générations, c'est-à-dire de celles qui ont plus de 50 ans à celles qui ont moins de 20 ans. On voit des marques qui ont toujours accompagné, qui sont toujours présentes, qui ont su se renouveler et qui génèrent toujours ce supplément d'affect. Donc là-dessus, il n'y a pas tellement de soucis. Nous, notre enjeu, là ça revient peut-être à la partie économique, c'est vraiment qu'est-ce qui est fait pour maintenir une capacité de production, sachant qu'en face, les produits importés, eux, sont sur un autre level, sont à un autre niveau. Ils ont des économies d'échelle qui leur permettent d'avoir des prix plus intéressants par moment, de faire des discounts plus importants, d'envoyer des volumes plus importants aussi que nous, avec notre marché d'1,3 million de personnes. Donc c'est ça la barrière, les 1,3 million de personnes. C'est ça notre barrière de production, c'est-à-dire si on met une boîte ou n'importe quoi, 1,3 million, le manufacturier mauricien est content, il a touché tout le monde dans le pays? Non, je dis seulement que aujourd'hui, pour la plupart des entreprises, c'est des entreprises domestiques, donc elles sont sur ce marché, avec ses contraintes, démographiques en partie. Et lorsque vous avez depuis 10 ans une ouverture des barrières douanières qui sont portées presque à zéro pour 96% des produits, qu'est-ce qui se passe? Ces entreprises mauriciennes qui étaient sur un marché essentiellement domestique se retrouvent en partie bloquées dans leur développement, dans leur perspective d'amélioration, parce que ce marché premier se réduit, déjà qu'il n'est pas grand. Non pas que ces entreprises ne voudraient pas aller vers l'étranger, au contraire, pas toutes. Et il faut respecter aussi les entreprises qui n'ont pas cette appétence d'aller vers l'export, mais qui veulent se concentrer sur leur marché. Mais disons,
on va dire que c'est une bataille qui va bloquer un certain nombre de développements pour l'entreprise. Bloquer comment? Bloquer quoi dans l'entreprise? Ça bloque quoi dans l'entreprise? Sa capacité à investir, à se dire je vais moderniser mon équipement, je vais investir dans la formation, je vais recruter, je vais chercher à gagner de nouveaux marchés. Un entrepreneur, il est optimiste, sinon il ne se lancerait pas. Mais il lui faut une capacité à voir jusqu'où il peut aller pour engager ce qu'il n'a pas encore. L'emprunt bancaire qu'il va faire pour son équipement ou la formation qu'il va mettre en place pour recruter à terme, c'est des choses qui nécessitent un certain nombre d'éléments. Mais quand on ajoute à cela, Bruno Dubarry, les 1,3 millions de touristes, on a un marché qui est le double. Oui, on parlait de qui veut consommer le plus les produits Made in Maurice. Nous, on est persuadés que la clientèle touristique est une clientèle qui, si elle vient à Maurice, c'est non seulement pour découvrir le pays, mais ses produits, sa culture et son paysage. C'est un gros marché, c'est pas le double. C'est le 1 plus 1 qui... Bien sûr. Mais pourquoi je sais un mauvais mot, pourquoi la mayonnaise ne prend pas? Parce que c'est pas un seul type de tourisme, on a l'impression qu'on est un peu cosmopolite dans ce sens-là, c'est pourquoi? Non, je pense pas que ce soit la solution serait une population uniforme ou une clientèle uniforme. Non, enfin d'ailleurs, on regarde les produits mauriciens et quelque part dans la composition de la population mauricienne, on a quand même des marqueurs qui peuvent être différents d'une communauté à une autre. Donc là-dessus, le fait déjà de faire coexister des goûts ou des cultures gastronomiques différentes, c'est déjà ancré. Mais par exemple, si on va parler tourisme, une porte d'entrée qui serait vraiment qui permettrait de changer cette capacité de pénétration des produits Made in Maurice, et on pense notamment à l'artisanat, pas juste l'agroalimentaire, ce serait de pouvoir être présent dans toutes les chaînes hôtelières, d'avoir un espace de promotion des produits Made in Maurice. C'est un grand combat, ça. Donc on a commencé avec l'agroalimentaire au niveau du Made in Maurice. On commence à passer des caps maintenant qui sont intéressants. On a toujours en fait, en tout cas la démarche du Made in Maurice est qu'on a une croissance organique qui fait qu'on peut engager des actions pour un secteur, un sous-secteur. Donc on ne peut pas initier quelque chose quand on n'a pas encore les entreprises dans le réseau sous cette marque. Maintenant qu'on commence à avoir une démarche pour l'artisanat, produits qui sont naturellement fléchés pour le touriste, on est maintenant, cette année en tout cas, en capacité de se fixer des objectifs qui sont d'aller justement initier une démarche avec les grands hôtels et avec des équipements comme l'aéroport. Est-ce que vous pouvez me dire vous êtes en négociation avec la RIM? Non, c'est pas une négociation pour le moment. Là, on est d'abord sur un travail en interne de voilà l'offre dont on dispose, voilà les besoins qu'il y a en face au niveau hôtelier, par exemple, voilà ce qui existe, qu'est-ce qu'ils offrent aujourd'hui aux touristes. Et comment est-ce que nous on peut apporter une plus-value et se démarquer de cette offre existante? Et qu'est-ce que ça nécessite peut-être d'harmonisation et de marketing commun pour nos produits? Parce que c'est ça aussi qu'il faut que la marque Made in Maurice soit en capacité d'apporter. C'est pas juste du contact ou de la négociation, c'est aussi cette plus-value. Ce qui va permettre de regrouper des produits différents et se démarquer. Et assurer que c'est de la production aussi d'artisanat mauricien. Parce qu'on a aussi cet enjeu dans l'artisanat qui est beaucoup de choses venant de l'étranger. J'allais vous dire, est-ce que cet artisanat, vous allez garantir que ce n'est pas du Made in China qu'on a retiré l'étiquette à l'arrière pour dire c'est un du mauricien mais qui est fabriqué ailleurs? Est-ce que vous aurez cette garantie, vous, avant de donner le logo Made in Maurice? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. On a quelques artisans qui sont entrés et on est systématiquement sur des enjeux adaptés à l'artisanat, mais qui posent comme condition d'avoir des seuils de production locale et une valeur ajoutée de 25% minimum et un chiffre d'affaires réalisé ici aussi. Donc là-dessus, dès qu'on pose ces critères, on est en capacité de se démarquer du produit Made in China. C'est des entrepreneurs en fait qui entrent dans le Made in Maurice. Donc, pour dire brièvement comment se passe le processus de labellisation, en fait, il y a une démarche volontaire de l'entreprise qui va dire je veux entrer dans le Made in Maurice, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que je peux en retirer. Nous, AMM Made in Maurice, allons leur présenter les avantages.
leur demander de remplir un court formulaire sur cette entreprise, ses quelques chiffres, son année de création, sa vision, pourquoi elle veut rentrer dans le Made in Maurice, sa motivation en quelque sorte. Tout de suite, avec notre partenaire SGS, cabinet SGS, on va faire une évaluation sur place de la production, du marketing, de la sécurité, du bien-être des employés. Tous ces aspects qui, pour nous, sont une base indispensable pour une amélioration continue de cette entreprise. C'est-à-dire qu'on a des standards. Donc, qui dit standard dit une sélection. Le Made in Maurice est inclusif, il veut avoir le maximum d'entreprises et à la fois c'est non seulement garantir aux entreprises qui sont entrées un niveau d'investissement et de qualité des produits et de démarche d'amélioration continue qu'il faut préserver. Donc c'est un peu une barre qu'on fixe commune à toutes les entreprises, bien que on voit pour celles qui ne peuvent pas entrer tout de suite, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 1 an. On n'a que des cas comme ça dans les petites entreprises, mais elles le font parce qu'il y a une vraie motivation derrière, parce qu'il y a la conviction que c'est un engagement au long terme. Donc ça passe par des caps, des fois difficiles, parce qu'il faut se re-questionner sur sa manière de fonctionner, et ainsi de suite. Mais c'est un gage de qualité. Et on ne fixe pas non plus de critères de chiffre d'affaires pour entrer dans le Made in Maurice. On est plus sur une vraie démarche entrepreneuriale avec une volonté de se développer. Donc c'est ce qui fait la force aussi de ce réseau, c'est qu'on trouve des très gros comme des très petits, mais qui ont en commun l'esprit d'entreprise et de plus-value au niveau culturel. Est-ce que vous venez de me dire, Bruno du Barry, il y a les gros, il y a les petits, oui. Il y a les multinationales aussi, ils sont dedans, des grosses boîtes, des grosses marques internationales qui sont intéressées par avoir un label Made in Maurice? Oui, bah, écoutez, on a le groupe Phoenix Beverages avec beaucoup de licences internationales, de licences étrangères, mais ce qu'il y a d'important là-dedans, c'est que... Mais ça ne pose pas de jeu en fin de compte? On est sur des entreprises de production, c'est ce qu'elles ont en commun toutes. Grandes marques, marques locales, ce qu'elles ont en commun, c'est produire à Maurice, avoir des équipements, avoir du personnel mauricien, avoir une plus-value sur son propre territoire, qui fait que on est au-delà du protectionnisme mauricien, mauricien. Oui, on est au-delà de ça. On est au-delà de ça, parce que si vous voulez. On a eu quelques remarques comme ça, hein. Je me remémore ce que vous dites. J'ai eu d'autres personnes qui nous disaient ça, comment on peut avoir des grandes marques comme Coca-Cola ou autres dans le Made in Maurice, mais parce que c'est pas la marque en elle-même qui est mauricienne. C'est les Mauriciens, c'est l'entreprise derrière qui produit et qui commercialise cette marque ici, qui importe. C'est ça notre enjeu, c'est la capacité à produire. Donc c'est là où c'est important de le redire, parce que Made in Maurice, c'est pas juste produire des marques mauriciennes au sens on ne les trouve qu'à Maurice, c'est aussi montrer la capacité des entreprises mauriciennes, des industriels mauriciens à se mettre à des standards internationaux dans leur production et à commercialiser avec la confiance de grandes marques internationales que ceux à qui on attribue une licence ici à Maurice sont en capacité de produire des produits agroalimentaires, entre autres de qualité équivalente. Donc ça, c'est une fierté d'avoir des marques comme ça dans le Maurice. Parce que c'est aussi, derrière, ça veut dire que c'est des entreprises qui ont des hauts niveaux de certification, d'engagement, de qualité, qui vont tirer aussi tout le réseau vers cette amélioration continue de par leur savoir-faire et leur expérience dans la matière. C'est ça aussi, c'est amélioration continue, grand, petit. Les grands sont arrivés, on va dire qu'ils ont fait cette assise financière pour lancer la marque à quelques-uns, et derrière on a été en capacité de faire entrer des petits qui, de par leur contribution, vont pas permettre le gros financement d'une campagne de communication, mais vont surtout en bénéficier. Et c'est là où on disait que c'est un label inclusif. Grands et petits trouvent leur place.
Et grand et petit partagent savoir-faire et compétences. Et c'est une équipe. C'est un réseau collectif, donc c'est une équipe. Donc effectivement, tout le monde n'est pas au même niveau, mais les enjeux sont les mêmes. Je suis en train de balader les yeux sur un peu votre maquette dans votre bureau. Là. Il y a une phrase qui m'intéresse beaucoup. Des mesures fortes sont nécessaires pour relancer l'industrie locale. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Oui, ça devait dater. Ça devrait être dans les négociations qui se font, qui a commencé à Rodrigue, mais qui vont se faire dans quelques temps. Là. Oui, il faut des mesures fortes, c'est sûr, dans le sens où il y avait une vision 2030 qui disait, 2030, une industrie qui est nouveau à 25%. Parce qu'elle l'a été à Maurice, l'industrie elle a été à 25% du PIB. Aujourd'hui, si on cumule ceux qui produisent à Maurice comme ceux qui exportent, on est à 17%. Si on se concentre uniquement sur ceux qui produisent sur le marché mauricien, on est à 11%. Donc, il y a eu une perte dans la part du PIB. C'est passé aussi par une diversification des secteurs, mais c'est passé aussi par une ouverture, malheureusement, du marché sans... Le problème n'est pas d'avoir ouvert le marché, le problème est d'avoir ouvert le marché sans préparer l'industrie à cette ouverture du marché. Mais est-ce que l'industrie s'est préparée à ça? Parce que tout le temps, on veut rester dans sa zone de confort. Je les comprends, mais il ne faut pas faire sur sa zone de confort pour comprendre pourquoi on n'a pas des employés, pourquoi les jeunes sont intéressés à aller bosser dans les services financiers, ils sont intéressés d'aller dans les centres d'appel, ils veulent faire autre chose que rester derrière une machine et, je sais pas moi, étiqueter des boîtes. Il peut y avoir cette perception d'une industrie qui ne bougeait pas et qui était attentiste. Quand on regarde ce qui a été réalisé par l'industrie en 50 ans, on ne peut pas dire que c'était des gens qui vivaient d'une rente ou qui n'étaient pas entreprenants. Il faut se souvenir ce qu'on disait de Maurice il y a 50-60 ans, laissez tomber, si vous allez vers l'indépendance, ça va être la fameuse phrase du prix Nobel. Voilà, donc ça n'a pas été le cas. Et c'est passé aussi par un volontarisme politique, par une volonté entrepreneuriale, avec quasiment aucune ressource naturelle ici, pour une bonne partie des activités qui ont été développées, mais une volonté quand même de réussir. La volonté de réussir, elle est toujours là. Mais il y a des évolutions, effectivement, qui font émerger de nouveaux secteurs d'activité, qui génèrent d'autres attentes dans la population, d'autres aspirations d'une jeunesse ou d'autres personnes dans la vie active. Donc ça on ne va pas à l'encontre de ça. Le sujet, c'est plus comment est-ce qu'on donne la capacité à une nouvelle génération d'entrepreneurs qui veut produire à Maurice, avec de nouveaux modèles, de nouveaux équipements, de nouvelles compétences, de nouveaux marchés, la possibilité de continuer à le faire. On n'est pas uniquement en train de défendre une industrie qui a 40 ou 50 ans, on défend le fait de pouvoir produire à Maurice, donc, globalement. Ce que vous me dites, c'est-à-dire que quelqu'un peut taper la porte à l'instant là, il a une petite entreprise, il est entrepreneur, il fait toc toc toc, il peut rentrer dans la MM, on met de côté le label Made in Maurice, mais la MM, il rentre tout de suite, combien de temps il va attendre? Il rentre tout de suite, il paye sa cotisation, ou bien il doit encore attendre 3 mois, 6 mois, non, 1 an? Le processus recrutement adhésion à la MM est très léger comparé au Made in Maurice parce qu'il n'y a pas un cahier des charges. La seule barrière qu'on ait mis, on va dire la seule porte d'entrée, c'est un chiffre d'affaires minimum de 5 millions de roupies par an. Donc une compagnie qui paye la taxe, quoi. Voilà, c'est quand même. Mais en dessous, pourquoi pas? Alors, c'est un petit producteur qui a un petit marché qui contrôle 100% son marché dans le village, dans une ville. Mais il n'arrive pas à dépasser, pour des raisons, on va dire, techniques, bien sûr. Il ne pas dépasser le cap des 5 millions. Oui, c'est une très bonne question. Historiquement, quand on regarde les entreprises qui se sont réunies pour créer l'AMM, on était sur des champions industriels qui n'avaient peut-être pas une visée de se développer en nombre d'adhérents au-delà d'ailleurs d'un chiffre que je ne connais pas. Mais c'est une réflexion qui est en cours au niveau de l'AMM, dans le sens où, pas uniquement sur le chiffre d'affaires, mais sur la capacité à représenter davantage. Au-delà des industries classiques, agroalimentaires, autres produits industriels, détergents, peintures. Ça, c'est les historiques, on a diversifié. Maintenant, d'ailleurs, depuis fin 2016, on a intégré deux sous-secteurs qui sont les services à l'industrie,
C'est-à-dire? Par exemple, là, on a Cybelle Entreprise qui est spécialisée dans les outils de calibrage, mesure, d'équipement industriel. On a intégré Ecovadis, qui est un groupe international basé à Maurice aussi et qui est spécialisé dans l'évaluation environnementale des chaînes d'approvisionnement d'entreprise. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est aussi pour donner la possibilité à nos industriels de se développer. C'est un moyen de créer des synergies à l'intérieur de l'association en elle-même pour cette transformation. Ça, c'est une évolution nouvelle de l'AMM. Et puis, on peut dire quand même que sur nos 71 membres, on en a bien une quinzaine qui sont des PME. Donc, le chiffre d'affaires en lui-même n'est pas tellement un enjeu. C'est plus... Mais ça me paraît, pour moi, excusez-moi, je vais parler, mais ça me paraît une barrière. Ça peut paraître, ne pas paraître, mais arrêter à 4 millions, mais c'est une question de taxe. Tout le monde le sait, qu'à Maurice, les sociétés qui font moins de 5 millions, ils ne payent pas de l'income tax. La corporate tax à 15%. Mais quelqu'un peut faire 4 millions, il est un champion dans son domaine. C'est pourquoi il ne peut pas rentrer chez vous et dans 2 ans, 3 ans, son projet un label Made in Maurice. Bien sûr. Ça me fait réfléchir au fait que finalement, on est en perpétuelle évolution, et AMM et Made in Maurice. Si on prend l'exemple du Made in Maurice pour répondre un peu à la question sur l'AMM, le fait d'avoir été sur de nouveaux secteurs pour le Made in Maurice, on était d'abord sur l'agroalimentaire et les produits industriels. On a intégré l'artisanat d'art, on a intégré les produits agricoles, on a intégré le textile, l'industrie culturelle créative dans son ensemble. Donc c'est aussi passé par la demande d'entreprises appartenant à ces secteurs qui sont venus dire nous aussi on veut être Made in Maurice. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bénéficier de cette marque nous aussi? Donc il a fallu revoir le cahier des charges, l'adapter à ce secteur, à ses réalités et réussir à créer une synergie en interne. Aujourd'hui, rien n'empêche à l'AMM de se dire à terme, bien, les chiffres nous montrent qu'il y a tant d'entreprises qui sont en dessous de ce seuil-là. Elles ont des enjeux qui sont les mêmes que celles qui sont au-dessus de 5 millions. Réfléchissons peut-être à faciliter leur entrée. Créons un espace, un collège pour les SMEs de moins de temps, parce qu'il y a un véritable enjeu. Bon, après il y a aussi des enjeux purement ressources, organisation. On est une petite équipe quand même, on est 2 permanents et 4 consultants qui ne sont pas à plein temps, donc ça fait beaucoup de charges d'activité parce que on sait qu'il y a beaucoup à faire, donc on s'engage énormément et on lance beaucoup de projets, mais toujours en partenariat avec différents acteurs. Et on ne peut pas partir sur tous les sujets, on ne peut pas non plus ouvrir à une adhésion massive sans s'être préparé au moment. Oui, voilà. Bien sûr. Par exemple, hein, quand on parle d'ouverture des barrières douanières et que derrière on ne prépare pas son économie pour qu'elle puisse absorber ce changement, au moins progressivement, ou alors en facilitant sa transformation, mais qu'on lui dit adapt or perish, on a de la casse. Ouais, on a 130 entreprises industrielles qui ferment, 5000 emplois qui disparaissent. On n'en a pas forcément autant en création dans les autres secteurs. Donc c'est là où nous, on a aussi ce regard critique sur ce qui s'est passé et dans notre démarche même, au niveau de comment on gère l'AMM et le Made in Maurice, on ne peut pas juste tout ouvrir et se dire allons-y, on verra comment ça se passera. On ne peut pas créer de la frustration chez les adhérents non plus. Il faut aussi être capable de gérer les attentes et d'avoir une masse critique chaque fois pour engager des nouveaux projets. Donc, à la fin du mois, vous serez en AGM dans le mot technique sur l'Assemblée Générale annuelle. Donc, ça se prépare, il y a beaucoup de questions où ça va être une affaire entre potes. Non, justement. Entre manufacturiers, on va dire bon, on met celui-là, là, on met celui-là, c'est le tour de celui-là, c'est le tour de celui-là. Tout le monde est content, tout est happy. On tourne, on va dans le cocktail et c'est fini. On y reviendra l'année prochaine. Heureusement, on a fini. Enfin, on a fini. On se contente plus de ça. Heureusement, parce que quand je disais l'AMM est dans une transformation, une année de métamorphose, c'est aussi dans son animation interne. Plus de rencontres, plus d'occasions de partager avec des secteurs différents. Par exemple, fin d'année dernière, on a fait une réunion plutôt des contracts où on mélangeait réseau AMM et Made in Maurice. Donc
il y avait cette capacité à se rendre compte que les enjeux étaient les mêmes, qu'on soit artisan ou qu'on soit grand industriel. Donc ça, c'était intéressant de brasser les points de vue, les problématiques, le retour d'expérience des uns et des autres sur des enjeux. L'un veut aller à l'exploit, il se pose des questions, un autre à 5 ans ou un peu plus d'expérience sur le sujet va partager son expérience et ses conseils. Donc on veut vraiment développer ce côté partage au sein du réseau. Maintenant, sur l'Assemblée Générale en elle-même, on a, comme je vous dis, le rôle d'accompagner l'industrie mauricienne dans sa transformation. On identifie aujourd'hui quelques, on va dire, grands secteurs, enfin grandes thématiques de transformation. L'énergie. Comment on passe de mesurer, permettre à l'entreprise d'avoir une efficacité énergétique accrue à comment le chef d'entreprise, avec ses salariés, pilote son entreprise, notamment par le biais de l'énergie, comment ça devient un levier de management. On a la transition numérique, les objets connectés, l'industrie de demain, les nouvelles compétences, la robotisation, tous ces enjeux qui font que l'industrie doit commencer à réfléchir là-dessus, regarder ce qui se fait ailleurs, adapter localement, monter en compétences, tester des choses. On a aussi l'enjeu, donc je disais internationalisation, export, qui est aussi un grand enjeu. Il faut se restructurer autrement, il faut que son business model soit différent. On est sur d'autres échelles quand on arrive en Afrique et qu'on quitte Maurice. Donc, ces trois grands champs, et de manière transversale, il y a la formation à travers tout ça. Est-ce que j'ai les compétences pour aller dans ce sens? Et est-ce que mes salariés sont en capacité de suivre et d'accompagner cette transformation? Ces 3-4 grands champs, on veut les traiter aussi d'une manière ouverte. Par exemple, là, l'AGM, la conférence, on va faire une conférence, on fait venir Thierry Colette, vice-président du laboratoire d'électronique et d'informatique sur du transfert de technologie en France, rattaché au centre d'énergie atomique, donc quelque chose d'assez lourd, qui produit 2000 brevets par an et qui est très avancé sur ces questions d'industrie connectée et qui est en plein dans cette 4e révolution industrielle où l'efficacité énergétique rencontre la transition numérique. Et là, on a toute une batterie d'outils qui améliorent la compétitivité d'une entreprise. C'est ça aussi, derrière, la compétitivité d'une entreprise. Nous, on considère que c'est des enjeux qui ne concernent pas uniquement l'industrie, que l'industrie ne peut pas régler toute seule. Donc, notre table ronde déjà reflètera ça, c'est-à-dire éditeur de logiciels, industriel mauricien réunionnais, bureau d'études, ingénierie multidisciplinaire, laboratoire étranger justement qui vient témoigner. Et notre audience, bon, l'espace est limité en espace justement, mais on réfléchit et on va mettre en place une solution de webcast pour permettre une consultation directe et des questions qui remonteront en direct avec des publics étudiants sur ces thématiques électromécanique, ingénierie, technologie de l'info et de la com, pour montrer que l'industrie ne reste pas dans une démarche conservatrice, mais est pleinement consciente de son besoin de renouveau, est pleinement consciente qu'elle ne peut pas le faire de manière isolée, et encore une fois, veut écrire une nouvelle page aussi dans l'économie mauricienne, en étant en lien direct avec les Mauriciens. Donc vous avez dit des tables rondes aussi? Oui. Donc juste pour la GM ou bien c'est sur un peu plus sur des activités un peu plus ludiques pendant l'année, ou bien la GM table ronde, après on a fait un joli petit rapport qui va... Justement. C'est tôt pour dire voilà l'action précise qui va être faite, mais en amont même, avant de faire venir cet intervenant par exemple, on évalue et on monte un dossier avec demande de financement européen dessus pour qu'on puisse initier au niveau de l'océan Indien, peut-être sur un axe déjà Maurice-Réunion, des actions communes de formation de nos managers sur ces thématiques pour qu'ils s'en saisissent et acceptent en interne d'engager le changement nécessaire pour devenir plus compétitif, plus innovant. Donc c'est un kickstart. On lance le sujet, on donne envie
Et après, derrière, on structure avec des projets pilotes, un nombre d'entreprises restreint, et après, on décuple. C'est vraiment notre démarche. Depuis par exemple, le PN2E, qui avait été fait en partenariat, c'était déjà la démarche, c'est-à-dire se concentrer sur un petit groupe d'entreprises qui a des problématiques communes, et au fur et à mesure, on étend, on va vers d'autres secteurs, mais on commence d'abord à échelle restreinte pour pouvoir bien maîtriser l'exercice, en mesurer l'impact, et avoir de quoi vendre aussi auprès des autres entreprises. On part toujours à partir de ceux qui sont volontaires, c'est important. L'esprit de volontarisme est vraiment essentiel, en plus dans une thématique de changement. Vous parlez de changement, Bruno Dubarry, ce sera ma dernière question. Vous pensez que l'industrie locale doit s'intéresser à la nouvelle technologie, les nouvelles technologies, les technologies qui sont encore bébés, comme on dit dans le langage. Il doit s'intéresser à ça, ou bien on va rester dans l'électromécanique, on va faire les choses comme c'est, parce qu'on a une belle assise, on a notre clientèle, puis bon an, mal an, c'est presque la même chose. La nouvelle technologie, c'est un peu plus pour le financier, pour le service financier. Au sens l'équipement qu'on a en interne? Non, justement, il y a des enjeux quand même pour toute cette industrie de réduction de coûts. Si elle ne peut pas multiplier par 15 sa population et son marché local pour pouvoir ensuite être prête pour aller à l'export, il faut qu'elle trouve des moyens d'économiser, d'utiliser plus intelligemment ses ressources, de piloter de manière plus efficace, sans qu'il y ait de panne, sans qu'il y ait d'arrêt, sans qu'il y ait de changement intempestif de matériel. Donc tout ça pose donc des questions d'équipement connecté, de digitalisation, de pilotage à distance, d'intervention à distance aussi sur les équipements. Et ça touche directement à la production. Là, c'est pas juste effectivement pour se mettre à la page ou donner une image moderne. Non, c'est vraiment améliorer ma production pour que je sois plus compétitif et que je sois en capacité de répondre à des commandes maintenant si elles viennent de l'export ou de l'étranger, justement pour y répondre de manière plus efficace. Comment aussi j'attire de nouveaux talents. Si les jeunes, effectivement, une grande partie, par méconnaissance, par goût pour autre chose, n'a pas envie de suivre l'exemple d'une autre génération sur le travail dans l'industrie, c'est aussi une manière d'y répondre en disant voilà les nouveaux métiers, les métiers à forte valeur ajoutée. On en a besoin. Mais là-dessus, il n'y a pas de question. Mais il n'y aura pas de clash entre le grand-père et le petit-fils, soit ce grand-père mécanique, il a connu le vieux téléphone, tandis que le petit-fils, il est connecté à la seconde, il reçoit des emails avec 2 coups de pouce, il envoie. Ça va pas faire des clashs quelque part, les nouvelles technologies. Ça s'accompagne, effectivement. Ça s'accompagne. Quand ça s'accompagne, c'est-à-dire le petit-fils va montrer au grand-père comment se servir d'une tablette, d'un computer. On peut dire que tout le monde sait s'en servir de ces outils comme WhatsApp, parce que maintenant j'entends dire que les commandes se font sur WhatsApp parce que c'est chiffré, personne ne sait qui fait, vous n'êtes pas surveillé. Donc il y a toute cette technologie-là qu'il faudra apprendre à grand-père. C'est sûr, il y a les grands-pères, comme vous dites, qui vont rester et qui voient déjà ça arriver et qui se questionnent et qui peut-être ne comprennent pas une partie des usages, mais finalement quand on entre dans une entreprise, l'état d'esprit, c'est toujours effectivement d'être humble et de regarder ceux qui sont là depuis plus longtemps et qui connaissent tous les rouages de l'industrie comme étant des exemples. Et des vrais négociateurs aussi. Voilà, en plus, effectivement. Donc après, ça c'est l'apprentissage de toute jeunesse, qu'importe où elle va, industrie ou ailleurs, réussir à s'intégrer dans l'entreprise, c'est un enjeu, on va dire, qui dépasse l'industrie, mais sur la partie technologique générationnelle, ça passe aussi par du mentoring. Comme à la mode, ça, hein, mentoring. Oui, parce que, enfin, par exemple, je vais peut-être pas parler exclusivement de technologie, mais dans l'esprit, en tout cas, dans la méthode, on regarde Manser Saxon, qui a fait sa propre académie de formation, parce qu'elle a des besoins en ressources, électriciens et autres métiers, donc elle met en place des formations typiques, avec le programme DTP, Dual Training Program,
qui passe par des formations théoriques, mais aussi de l'alternance dans l'entreprise. Et une partie des modules de formation se font avec des seniors de Mansia Saxon qui vont inculquer la culture de l'entreprise, le savoir-être. C'est pas juste des compétences techniques, c'est savoir-être. C'est comment est-ce que nous on travaille, comment on communique entre nous, quelles sont les règles qu'on a établies entre nous pour intégrer. Enfin, ça tient à des individus après, mais ce qu'on véhicule comme valeur positive donne envie de s'investir. Donc le jeune qui arrive avec sa technologie, ses idées, ses manières de faire, s'il commence par reconnaître la valeur d'être dans un collectif, il se sentira à l'aise ensuite pour apporter ses propositions. Ça, c'est des dynamiques d'individus et culturelles, mais ça nécessiterait effectivement de regarder un peu comment ça va se passer dans les années à venir. Ouais. Et pour les présents, vous êtes Made in Maurice. Made in Maurice, j'y arrive pas moi-même. Vous êtes Made in Maurice, ça veut dire comme côté supermarché ou... Ah oui, moi, oui. Oui, 100%, 90%, toute l'équipe. Ou Au maximum. Vous êtes obligé. Vous avez signé un contrat 100%, ça veut dire qu'il n'y a pas un produit qui sort d'ailleurs dans votre caddie. Justement, on n'est pas sur de la contrainte, on est sur de l'envie, du désir de faire pour. Donc ça passe par des habitudes qu'on développe nous-mêmes. Mais est-ce que c'est facile de changer d'habitude là? Là, je ne parle pas au CEO député CEO de la MM. Est-ce que c'est difficile pour vous, Made in Maurice, d'être un consommateur 100%, 80%? Non, en plus je suis un mauvais exemple dans le sens où je vois en plus les entreprises derrière et tout ce que c'est comme savoir-faire, comme expérience, comme énergie, comme employé, la richesse de cette entreprise. Donc pour moi c'est un argument de plus pour acheter les produits, mais les produits en eux-mêmes, pour les tester au quotidien, il n'y a rien à leur reprocher. Il n'y a rien à leur reprocher dans la qualité. C'est automatique, vous attrapez la boîte, ça, ah oui, ok, c'est ça. Oui, bon. Même je regarde tous les logos, je dis il y a ou il n'y a pas. Bruno Duvarret, merci beaucoup. Bonne AGM en fait. Merci. Après, j'ai entendu dire que vous avez beaucoup de travail qui s'annonce après l'AGM. Ah ça oui. Beaucoup de choses. Oui. Allez, merci beaucoup. Merci à vous.